Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité Pascale Perretta, bonjour. Bonjour. Nouvelle présidente du CPAS à la ville de Bruxelles. C'était difficile d'entrer en politique ? Bon, c'est jamais facile. Moi qui viens du terrain, j'avoue que c'est un autre terrain. Donc, ce sont des nouveaux collègues, c'est une autre manière de faire. Mais bon, j'espère que je vais apprendre vite. Alors, on vous a connue longtemps comme directrice du SAMU social. Vous êtes donc désormais présidente du CPAS, où vous succédez à Yvan Mayer. Il y a eu une très grosse polémique il y a quelques semaines. C'était quoi? C'était un baptême du feu? En tout cas, si c'était un baptême du feu, si ça se voulait un baptême du feu, ça l'a été vraiment. C'était pas une chose facile à vivre, hein, bien loin de là. Mais bon, je pense que la page est tournée. La page est tournée pour vous, on passe à autre chose. Oui, la page est tournée pour moi, on passe à autre chose. Je pense qu'il ne faut pas rester sur ce genre de situation. On a réglé point par point les soucis de la polémique. Et donc là, maintenant, moi, je suis là pour me mettre au travail et continuer à développer des politiques sociales. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a appelée. Oui, il y a une double polémique sur votre salaire et sur un appartement. Alors d'abord sur le salaire, la polémique est éteinte. Je pense que la polémique est éteinte. Clairement, j'effectuais pratiquement un double temps plein au niveau du SAMU social, en jour, en soirée, en nuit. Depuis 14 ans, je n'ai jamais gagné ce que je gagne aujourd'hui pendant les 14 ans. Mais c'est vrai qu'au bout de 14 ans, on m'a reconnu. 192 000 € par an. 4 500 € par mois, disons les choses comme ça. Quand on lit c'était hiver, bon, ben, clairement, oui, je pense que je les ai faits. Vous allez gagner moins maintenant en étant président du CPAS qu'en étant directrice du Mais je ne sais pas, je n'ai pas toujours pas touché mon salaire, donc je ne sais pas ce que ça va représenter, mais je pense que ça doit être ou l'équivalent ou un peu plus. Est-ce que c'était pas disproportionné quand on compare ce salaire au salaire des assistants sociaux, de tous les travailleurs du non-marchand qu'on peut trouver, notamment dans le secteur social? Oui, ben, je pense que le SAMU social c'est une grosse boîte dans le sens où elle est grosse par la taille, mais elle est importante dans l'activation chaque fois de systèmes différents. Donc il faut monter des systèmes, les démonter dans les 3 mois, engager, désengager, interviewer les gens, recruter. Je veux dire, que ce soit sur le plan budgétaire, sur le plan installation des sites, c'est un boulot de tout moment où il faut une consécration absolument totale. Quand vous faites le SAMU social, vous ne pouvez pas faire autre chose. Clairement, je ne peux pas aller donner des cours comme d'autres font dans des écoles à côté de leur boulot social. Moi, je dois le consacrer. Je n'ai consacré mon temps qu'à la mission du SAMU social parce qu'elle sollicite un double temps plein. Voilà, donc jusque-là. Quand vous êtes exprimé dans le journal Le Soir, oui. vous avez parlé de lynchage, d'acharnement. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était une affaire politique ? Oui, je pense que ça a été aussi une affaire politique, mais bon, je tourne la page là-dessus. Je veux dire, je vais devoir travailler avec ses partenaires demain et je compte le faire. Je ne suis pas quelqu'un de rancunier, je peux être quelqu'un d'un peu impulsif, mais pas rancunier. Mais est-ce que vous comprenez que quand on est, parce que maintenant vous allez être en politique, quand on gère des deniers publics, on doit la transparence totale et que c'est normal que la presse ou des adversaires politiques aillent voir ce qui se passe? Oui, une chose à aller voir ce qui se passe et le faire avec respect, je n'ai aucun souci. Je pense que j'ai été en toute légalité directrice du SAMU social et le salaire m'a été octroyé dans le cadre d'une décision de conseil d'administration, donc je ne suis pas porteuse de mon salaire toute seule ou décisionnaire. Donc voilà, je n'ai pas à en rougir, je n'ai pas à en souffrir non plus. Alors, les attaques, si elles sont pour des logiques de transparence, mais il n'y avait pas de problème de non-transparence. Donc, elle ne s'avérait pas naturellement là. Puis je dirais qu'après, je pense qu'il y a eu effectivement des attaques un peu en dessous de la ceinture, et ça, c'est peut-être pas très digne. Alors j'ai encore quelques questions sur cette polémique, questions qui sont parvenues par Twitter. Madame Perretta continuera-t-elle à occuper un logement du CPAS maintenant qu'elle en est la présidente? Occupe-t-elle toujours aujourd'hui ce logement public? Avez-vous déjà déménagé? Voilà quelques questions par exemple qu'on a reçues. Alors voilà, j'ai déménagé. Et je suis dans un logement privé et j'ai déjà déménagé depuis une bonne semaine. Voilà, donc la polémique pour vous est close. Oui, bon, écoutez, de toute façon, je comptais partir. Mais on m'avait dit, effectivement, je n'étais toujours pas présidente jusqu'au 16 décembre. Donc, on a un peu mis la charrette avant les bœufs ici. Et je crois que c'est aussi l'objet d'une polémique. On m'avait dit, effectivement, si je deviens présidente, il faut que je déménage. Ce serait bien. C'est pas illégal d'être là, mais c'est peut-être pas éthique. Et donc, c'était prévu que je déménage. Bon, là, je l'ai fait plus rapidement que prévu, puisque ça s'avérait tellement être clair que je devenais présidente que j'ai déménagé au plus vite. Alors, président du CPAS, oui. D'abord, c'est un honneur, c'est un défi ou c'est une difficulté? Moi, je crois que c'est les trois en même temps. C'est un honneur d'abord. C'est vrai que
C'est un honneur d'avoir été quand même choisi pour développer des politiques sociales. J'espère être à la hauteur de la mission qui m'incombe. Et puis, c'est un défi évident, puisque, vous savez, le problème de paupérisation la dualisation de la ville est très importante, la paupérisation de nos populations est extrêmement importante, et particulièrement à Bruxelles-Ville. Donc, pour le CPS de Bruxelles, mais l'ensemble des CPS, je dirais, bruxellois et certainement de la première couronne, il y a des défis énormes à relever. Mais ce n'est pas n'importe quel CPS. On a souvent tendance à dire que la ville de Bruxelles, au sein de la région bruxelloise, c'est un peu un État dans l'État, oui. Et que le CPS, au sein de la ville, c'est aussi un État dans l'État. Est-ce que c'est... vous êtes à la tête d'une grosse machine, beaucoup de travailleurs, un immense propriétaire immobilier oui. également. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce pouvoir ? Je pense que ce pouvoir, justement, il a un intérêt, c'est qu'il doit, en termes de propriété, etc., on doit pouvoir bénéficier de ce que nous apportent ces propriétés pour pouvoir insuffler dans les politiques sociales. Je dirais que c'est le plus gros défi à Bruxelles dans le CPS, c'est la problématique de la pauvreté importante de sa population. Donc, si nous pouvons avoir des moyens qui nous reviennent par nos propres propriétés, pour pouvoir nous permettre de mener des politiques sociales au niveau du CPS qui soient effectivement plus équilibrées en termes de budget, que ça ait un Ça veut dire qu'on peut vendre des terrains ou vendre des immeubles ? Tout à fait, c'est le cas. Je dirais vous savez déjà lesquels vous allez pouvoir mettre sur le marché ? J'ai la liste, mais non, clairement, ce que la politique qui est menée pour l'instant, je pense que je vais m'inscrire dans la continuité avec l'équipe du CPS, avec laquelle je travaille, donc le conseil et l'administration, qui est une excellente administration d'ailleurs, et un très chouette conseil. Donc on s'inscrit un peu dans cette continuité, puisqu'il y a du terrain, effectivement, hors Bruxelles, qui sont des prêts, il y a du terrain à vendre. C'est la priorité, évidemment, c'est de rien vendre sur Bruxelles, mais vendre l'extérieur pour permettre d'abord de développer du logement ici, que ce soit d'abord pour la population bruxelloise, mais de manière générale pour l'ensemble de la région, idéalement. Et puis après, que ça nous rapporte en termes de loyer, que ça nous rapporte en termes d'injection dans les politiques sociales, parce que je pense que c'est essentiel pour tout le monde. Alors, gros problème à Bruxelles, notamment à la ville de Bruxelles, le nombre de jeunes qui sont demandeurs d'emploi et qui sont insuffisamment formés. Est-ce que vous pouvez aider ou pas ? Alors ça, c'est un défi énorme, et c'est là, je dirais que ça va devenir pour moi une priorité, en tout cas au niveau du CPS. Un jeune sur 3 au chômage. C'est des jeunes, et des jeunes aussi que nous arrivons, parce qu'il y a la filière des personnes jeunes qui sont sans emploi, et nous avons la filière de ces personnes jeunes sans emploi qui émargent au CPS, de parents souvent qui sont déjà au CPS. Nous avons ce système, je dirais, qui est la roue qui tourne de famille en famille, de parents en enfants, de gens qui sont là. Donc pour les jeunes, c'est clair que nous avons d'abord un service jeunesse, nous avons un service formation et un service coaching. C'est une priorité aujourd'hui pour nous que tous ces jeunes qui sont soit en rupture et qui arrivent au CPS terminent leurs études, soient accompagnés dans leurs études, secondaires évidemment, mais aussi les bachelors, et aussi certains suivent des études universitaires. Nous avons plus de 600 jeunes cette année qui sont suivis dans le cadre de leur formation jusqu'à la fin de leur formation. Essentiel. Aujourd'hui, on doit essayer de maintenir et d'aller le plus loin possible. Et c'est au CPS de faire ça, c'est pas Actiris ? Alors, il faut se répartir les choses. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas trop d'acteurs dans la ville. Il faut juste qu'il n'y ait jamais de double jeu et de double mission, ou une mission exercée par deux personnes en même temps qui ne se parlent pas. Donc, et avec Actiris et avec Bruxelles Formation, nous allons évidemment travailler de concert, en grosse coordination, en grande coordination, pour mener des politiques les plus efficaces. Certainement, dans ce qui nous concerne, les populations les plus en difficulté. Il y a d'autres populations qui sont dans ces besoins, mais qui ne sont pas des personnes qui émergent au CPS. On doit travailler de concert, on doit travailler en coordination. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous poser une question sur l'accueil des sans-abri. Oui. On sait qu'il y a 2 bâtiments, rue Royale, rue des Alexiens. Est-ce qu'on est à saturation, ou est-ce que pour l'instant, l'hiver est relativement clément et on arrive à gérer ? Non, l'hiver est clément, mais il y a tellement de personnes dans la rue de toute façon toute l'année que les services sont pleins. Les services de nuit, je dirais dispositif hivernal, comme le service du SAMU social de base, où on travaille en 24 heures. On est devant un très gros souci, ce sont les familles. Nous accueillons des familles en 24 heures dans le centre général, enfin dans le centre de la rue du Petit Rempart, le siège du SAMU. Nous devons aujourd'hui accueillir des familles en 12 heures dans le centre d'hiver. Donc le centre de nuit. Le centre de nuit et les remettre à la rue en journée. Voilà, par manque de place. Et donc, c'est pas normal qu'on mette des enfants à 8 heures du matin à la rue en hiver parce que nous n'avons pas des possibilités. Et donc là, il y a une solution envisageable ou pas ? Nous travaillons avec les services de jour qui existent sur Bruxelles, mais c'est totalement insuffisant en termes de relais.
Le centre de la jours. rue des Alexiens, qui sert à l'accueil pour cet hiver, deviendra un centre de santé mentale. Ouais, ce sera quand? C'est un centre dédié aux nouvelles démences Ouais. de personnes âgées. Nous démarrons les travaux l'année prochaine et nous serons fin 2016, je pense, déjà dans la possibilité d'intégrer d'abord la maison de repos et de soins de Pacheco qui vient en priorité là, puis nous ferons effectivement venir les personnes qui sont dans la situation de démence. Ce sera un Donc, pôle de notamment recherche aussi pour les nouvelles démences, Les gens qui ont ce Alzheimer. dont on a Hein, besoin. ouais. Comment on va faire pour accueillir les sans-abri l'année prochaine si l'immeuble de la rue des Alexiens n'est plus disponible? Eh bien, ça, c'est le problème devant lequel on est chaque année. C'est la situation de devoir être en recherche de bâtiments. Parce qu'il est clair que la population sans-abri dans une grande ville, il ne faut pas escompter qu'elle diminue drastiquement. Elle est souvent en situation d'augmentation et de croissance, en tout cas depuis 10 ans, ça se vérifie. Et donc, il va falloir, à terme, qu'il y ait 2 bâtiments, voire 3 bâtiments. Donc, je pense qu'il faut se mettre à la recherche dès maintenant, dès janvier, pour que nous soyons prêts l'année prochaine. Merci Pascal Peretta Merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.